Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indes radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, Emmanuel Macron a réuni le sommet G5 Sahel hier à Pau pour parler de la lutte contre le terrorisme. Les dirigeants africains souhaitent la poursuite de l'engagement de la France dans la région. Emmanuel Macron annonce lui l'envoi de 220 soldats supplémentaires pour renforcer Barkhane. On va en parler avec le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat, le sénateur Christian Cambon. Il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Patrice Moyon de Ouest France. Et puis vous le savez, toutes les semaines, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous sommes dans les Vosges. Nous nous intéresserons à l'économie de la neige. Et puis enfin, dans le Club des territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. On parlera des municipales à 2 mois du premier tour. La campagne est-elle lancée? La réforme des retraites va-t-elle parasiter cette campagne? On débattra de tout ça dans un instant. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mardi 14 janvier. 500 millions, c'est le montant que va consacrer le ministère de l'Éducation nationale à des hausses de salaire pour les enseignants dès 2021. C'est ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer au syndicat dans le cadre de la réforme des retraites qui risque de les pénaliser. Il s'agit d'une première étape dans la revalorisation des enseignants qui sera renouvelée chaque année. 1 millier de médecins de l'hôpital public menacent de démissionner dans une lettre collective envoyée à Agnès Buzyn. Si aucune négociation n'est engagée, ils démissionneront de leurs fonctions administratives au 31 janvier. Ils demandent une réforme de l'hôpital et dénoncent l'insuffisance du plan d'urgence présenté en novembre. On ne fait pas de croche-pied à l'éthique. C'est ce qu'a déclaré Christophe Castaner hier lors de ses vœux à la police nationale. Le ministre de l'Intérieur qui appelle les policiers au devoir d'exemplarité et d'éthique, tout en célébrant l'engagement quotidien de ces policiers. Et on débute donc avec le sénateur du jour élu dans le Val-de-Marne, qui siège dans le groupe Les Républicains, préside la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Bonjour Christian Cambon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va bien sûr commencer en parlant de ce sommet G5 Sahel qui a eu lieu hier à Pau à l'initiative d'Emmanuel Macron. Le G5 Sahel, ça regroupe le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. L'objectif de ce sommet, c'était de faire le point sur la présence française dans la région et de réaffirmer la volonté de lutte contre le terrorisme. Avant de vous entendre, on va voir ce qu'il est sorti de ce sommet avec Samia Dechier. Loin de se désengager au Sahel, la France va renforcer les effectifs de Barkhane. Hier à Pau, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de 220 soldats supplémentaires pour renforcer les troupes de la mission. Échaudé par les critiques de plus en plus nombreuses contre la présence française dans la région, Emmanuel Macron attendait une réaction de ses homologues sahéliens. J'entends beaucoup de gens dans votre pays qui disent tout et n'importe quoi. Demandez-vous par qui ils sont payés. Demandez-vous quels intérêts ils servent. Moi j'ai mon idée. Mais que ces gens-là disent qui se fait tuer pour leurs enfants. Moi je sais qui est tombé pour la sécurité des Maliennes et des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés, des soldats français. Message reçu par les 5 dirigeants africains qui ont dit souhaiter la poursuite de l'engagement militaire français contre le terrorisme au Sahel. La France va donc renforcer sa coopération avec les armées locales à travers la création du groupe Coalition pour le Sahel, nouveau cadre opérationnel pour une nouvelle stratégie. Concentrer ces actions-là, je dirais, sur le fuseau centre. Parce que nous avons constaté que depuis un certain temps, au niveau du fuseau centre, Mali, Burkina, Niger, c'est là qu'il y a les attaques les plus atroces qui ont été constatées. La France et les pays sahéliens resserrent les rangs, mais même groupés, ils ont besoin de la coopération des États-Unis qui envisagent aujourd'hui de se désengager du Sahel. Emmanuel Macron espère convaincre Donald Trump que cette région est stratégique dans la lutte contre le terrorisme. Christian Cambon, est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison de convoquer ce sommet et est-ce que ce qui en sort, les conclusions sont les bonnes ? Le président de la République a eu tout à fait raison de convoquer ce sommet. J'allais dire, il était temps. Il était temps parce qu'on finissait par oublier le sens de la présence de la France. Je rappelle qu'elle a été appelée il y a 7 ans par le Mali et le président Hollande avait à juste titre
lancer les troupes de la France contre les terroristes qui souhaitaient envahir Bamako. Et nous aurions au jour d'aujourd'hui un califat islamique avec toutes les conséquences que cela aurait et sur le Maghreb et sur l'Europe. Et donc le président de la République a eu raison aussi parce que depuis un certain nombre de mois, une petite musique anti-française commençait à sourdre, y compris de la part d'un certain nombre de responsables politiques. Moi, j'ai reçu ici même des parlementaires maliens qui venaient sous-entendre que la France appuyait des opérations visant à explorer des mines d'or, comme si franchement le contexte politique de ce pays permettait d'aller faire de l'exploration minière, ou bien que nous étions à nouveau dans un comportement néocolonialiste. Tout ceci est absolument faux. Nous sommes au Mali par le souhait des Maliens. Et nous sommes là non seulement pour assurer la sécurité et la souveraineté de ces pays, mais aussi pour assurer la propre sécurité de notre continent et de notre pays. Et alors donc, justement, hier, les dirigeants du G5 Sahel ont réaffirmé qu'ils souhaitaient voir la France poursuivre leur engagement. Est-ce que c'est important que ça vienne d'eux? Et est-ce que ça peut mettre fin à ce sentiment anti-français dont vous parlez et qui met peut-être en danger nos troupes sur place? Je l'espère, parce qu'il fallait que, de la part de ces 5 dirigeants, il y ait clairement la volonté de voir les Français présents pour les aider à lutter contre le terrorisme. Moi, comme beaucoup, je suis hélas régulièrement aux Invalides pour accueillir nos soldats qui ont été tués sur place. Et comme le président de la République l'a dit, nous avons déjà eu 41 morts. Et je ne parle pas du nombre de blessés et de blessés très graves que nous avons là-bas. Et donc, il était absolument nécessaire que nous ayons le soutien de ces chefs d'État et qu'on puisse véritablement retrouver l'esprit premier de cette intervention. Et soutien politique aussi, parce que finalement, la solution là-bas, elle n'est pas que militaire, elle est aussi politique? À l'évidence, une très grande partie de la situation s'explique parce que la situation politique de ces pays n'est pas satisfaisante. Je pense notamment à des pays comme le Mali, qui doit faire plus d'efforts d'inclusion des différents peuples, des différents clans, des différentes tribus, les Peuls, ceux du Nord, etc., qui ne sont pas associés à la vie publique et à la vie politique, contrairement aux accords d'Alger qui ont été signés. Et donc, ceci crée des tensions permanentes, une absence d'État, au nord, bien évidemment, dans la région de Kidal, mais aussi au centre. Et c'est ce pourquoi, bien évidemment, face à cette absence d'État, pensez que dans cette région, 4000 écoles ont fermé. 4000 écoles ont fermé, c'est-à-dire c'est près de 400 000 enfants qui sont privés d'éducation. Que croyez-vous que le résultat va donner de cette situation? Alors Emmanuel Macron qui a annoncé l'envoi de 220 soldats supplémentaires pour renforcer l'opération Barkhane, qui compte déjà 4500 hommes. Ces 220 soldats, c'était nécessaire? Oui, bien évidemment, c'est nécessaire, mais ça ne va pas résoudre la totalité du problème. Je rappelle que nos 4500 soldats couvrent une surface aussi grande que l'Europe. Alors il y a aussi bien sûr... Justement, ils couvrent une surface trop importante. Est-ce qu'il faut réduire le périmètre de cette opération Barkhane? C'est ce qui semble avoir été décidé hier, de réduire le périmètre de ces interventions dans ce que l'on appelle la zone des 3 frontières, le Liptako. De le centrer sur cette Voilà, parce qu'en fait, les terroristes passent d'un pays à un autre et évidemment, avec leur intention de déstabiliser l'État, ils s'attaquent notamment à des camps militaires des forces locales, forces maliennes, burkinabées, nigériennes, avec des dégâts considérables. Il y a encore eu 89 morts parmi l'armée nigérienne il y a seulement 48 heures. Donc il faut concentrer les efforts des forces françaises et des forces de ces pays sur ce secteur qui est certainement celui qui est le plus dangereux et surtout faire émerger la solution politique. Il n'y a pas de solution militaire dans ce conflit, pas plus que dans d'autres. Et il faut véritablement que les dirigeants prennent la mesure que des réformes politiques doivent intervenir. La France accompagne et la France ne doit pas être toute seule, car il me semble aussi que le sommet de Pau hier était un appel à la fois à nos amis européens et au reste du monde. Du reste, la présence des Nations Unies et des institutions européennes hier à Pau était un signe de l'importance de cette démarche. Et les dirigeants hier à Pau qui ont remercié les États-Unis pour leur appui crucial au moment où Washington compte réduire les moyens en Afrique. Est-ce que les États-Unis, ce sont des alliés fiables, solides dans cette guerre? Alors d'abord, ils sont très utiles. Et ça, c'est une information assez inquiétante. Parce que jusqu'à présent, les troupes françaises et les troupes du G5 Sahel travaillaient avec l'appui des troupes américaines, notamment en matière de renseignement,
renseignement satellitaire, différentes formes de présence américaine qui nous permettaient d'agir avec plus d'efficacité. Or, l'administration Trump a fait savoir qu'il souhaitait se désengager, ce qui est du reste cohérent avec le reste des démarches américaines. Je pense à ce qui avait été annoncé en Syrie récemment. Or, ça, c'est un véritable danger parce que nous n'avons pas, tous les moyens dont bénéficient les États-Unis pour effectuer ce travail de renseignement qui nous est absolument nécessaire. Vous parliez des Européens. Est-ce que ce désengagement des États-Unis ne complique pas la tâche d'Emmanuel Macron qui appelle les Européens à s'engager et à ne pas laisser la France seule ? C'est-à-dire qu'il faut que nos voisins européens comprennent bien que le travail que nous faisons là-bas, on ne le fait pas simplement pour la France et pour ces pays africains, on le fait aussi pour la sécurité de l'Europe tout entière. Vous savez, il faut regarder la carte. Le Mali est au centre de l'Afrique et juste au-dessus, c'est le Maghreb. Si jamais le Mali basculait dans un gouvernement islamiste utilisant des méthodes criminelles, eh bien, petit à petit, ce serait certainement le Maghreb qui, selon l'effet des dominos, tomberait. Regardez l'instabilité qui vient encore de se confirmer en Tunisie, où le gouvernement a quasiment été renversé. L'Algérie, on ne sait pas non plus totalement comment les choses vont se terminer. Et même le Maroc, qui est un pays très stable, mais serait certainement victime, comme la Mauritanie, de cette instabilité. Or, le Maghreb, c'est juste la frontière avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Occitanie. Donc je pense que nous devons bien comprendre que le rôle de la France au Mali est absolument essentiel pour notre sécurité. Vous parliez de cette attaque djihadiste qui a eu lieu dans un camp de l'armée nigérienne, près de la frontière malienne. 89 morts, vous l'avez dit. Est-ce que c'est l'illustration finalement que ces djihadistes ils sont encore puissants ? Non seulement ils sont puissants, mais ils ont une méthode qui vise à détruire l'État. Ils veulent détruire l'État. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand ils interviennent, ils s'attaquent aux chefs de village, ils s'attaquent aux écoles pour les faire fermer, ils s'attaquent aux centres de santé pour les faire fermer, pour que véritablement la population se tourne vers eux pour leur demander un peu de secours. Or, c'est donc là le combat le plus important et c'est là où, à mon sens, les pays européens et singulièrement la France doivent agir aussi en matière de développement pour aider ces pays à faire revivre l'État. S'il n'y a plus d'État, c'est évidemment le terreau au terrorisme, car le mécontentement devient tel que, évidemment, les populations, étant privées de tout, étant privées de soins, d'enseignement, parfois de nourriture, ne peuvent plus faire paître leurs troupeaux, développer leur agriculture ou les petites activités économiques qu'il y a, bien évidemment, basculent dans le terrorisme ou se laissent emporter, notamment par ces terroristes qui se cachent dans la population et qui prennent bien souvent les populations civiles comme boucliers. Donc c'est un combat très difficile, nous le payons très cher, et c'est là où effectivement il faut qu'il y ait une réflexion d'ensemble pour que non seulement on puisse assurer la sécurité, car sans sécurité il n'y a pas de développement, mais on puisse aussi agir pour accélérer le développement et faire en sorte que ces États retrouvent la souveraineté et retrouvent aussi tout ce que les citoyens attendent, notamment l'enseignement, les soins et la nourriture. Jeudi, Emmanuel Macron se rendra à Orléans pour présenter ses vœux aux armées. Vous irez. Oui. Qu'est-ce que vous attendez du président de la République ? Quel doit être le message qu'il doit délivrer aux armées ? Le message, il est simple. Il doit consister à confirmer les engagements que le président de la République a pris à travers la loi de programmation militaire, la fameuse LPM, qui a remis à niveau nos forces armées qui, depuis 20 ans, faisaient l'objet d'un véritable éreintement et d'arbitrage budgétaire qui systématiquement les privait d'un certain nombre de moyens. Nous voyons bien, à l'heure où nous parlons, que le monde est devenu plus dangereux que jamais. Le terrorisme est toujours à nos portes lorsqu'il n'est pas chez nous. On voit bien que dans la région du Moyen-Orient, du Levant, les événements récents d'Irak l'ont démontré. Partout, nous sommes confrontés à une situation de violence. Il faut que nos armées aient les moyens de répondre avec des équipements qui soient modernes. Et la LPM, en accordant 300 milliards, ce qui peut paraître énorme et ce qui est peu finalement compte tenu du retard que nous avions pris et des besoins que nous avons, il faut que cette réforme soit mise en œuvre. Or, la loi de programmation militaire, c'est une loi d'intention. C'est-à-dire, on dit, voilà ce que j'ai l'intention de faire. Mais il faut que chaque année, chaque budget applique cette loi. Et qui va au-delà du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et mon rôle ici au Sénat, comme ma collègue de l'Assemblée nationale, c'est de voir dans chaque budget si ces engagements vis-à-vis des 3 armes et de la gendarmerie sont évidemment appliqués. Et vous êtes confiant ? J'attends effectivement que le président de la République le confirme. Toutes ces déclarations vont dans le même sens et je dois donner acte au gouvernement que les budgets en matière de défense et des armées sont conformes pour l'instant aux prévisions qui figuraient dans la LPM.
On va parler d'un autre conflit, c'est en Libye, mais c'est lié avec ce qu'on vient de dire. En Libye, d'un côté, un gouvernement reconnu par la communauté internationale, de l'autre, un homme fort, notamment dans l'est du pays, un cessez-le-feu qui est entré en vigueur dimanche. Et puis, il y a la présence en première ligne des Turcs et des Russes dans ce conflit. Est-ce que vous craignez que ça soit une manière pour eux d'étendre leur influence au Sahel ? Là aussi, on voit tout à fait la démarche de ces grands voisins, de ces puissances régionales qui cherchent effectivement à utiliser des États affaiblis comme terrain de jeu et de lutte d'influence. On le voit au Liban, on le voit en Libye. En Libye, où il n'y a quasiment plus d'État, il y a un gouvernement, celui de M. Sarraj, qui est reconnu par les organisations internationales et que la France ainsi que l'Europe aident. Et puis il y a ce général Haftar qui cherche effectivement par la force à essayer de prendre la main, si j'ose dire, sur cet État. Le problème, c'est que derrière ces deux gouvernements, il y a des forces régionales qui, effectivement, tentent d'intervenir pour peser sur le destin de la Libye. Et il est évident que tout ça est parfaitement critiquable, que ce soit la présence des Turcs, qui manifestement sont excessivement actifs dans toute cette région. On le voit aussi à Chypre, où ils créent beaucoup de tensions en mer Égée. On le voit donc maintenant en Libye. D'un autre côté... Vous redoutez une internationalisation du conflit? Mais bien évidemment. Et c'est pour ça que la France a appelé au calme et à la retenue. On voit l'Égypte, on voit la Turquie, on voit la Russie, bien évidemment, qui, par conséquence d'alliance, est obligée d'intervenir et propose son intermédiaire pour créer un cessez-le-feu, pour mettre en œuvre un cessez-le-feu. On voit bien que c'est à nouveau un sujet de tension. Or, je rappelle que c'est par le canal de la Libye que, d'une part, se sont organisés tous les trafics d'êtres humains, trafic de drogue, trafic d'armes. Et c'est par ici, c'est par la Libye, c'est à partir de la Libye que des flots continus d'immigration, avec les drames de tous ces malheureux qui se sont noyés en Méditerranée, a commencé. Nous sommes en discussion et j'ai moi-même reçu mon collègue italien de la Commission des Affaires étrangères la semaine passée pour parler de coopération, justement, pour faire face à cette situation nouvelle. Avec Christian Cambon, on va parler d'un autre sujet que vous avez beaucoup suivi aussi au Sénat, c'est le Brexit. On va en parler avec Alex Poussard qui nous rejoint. Voilà. C'est une entrée royale pour Alex Poussard ce matin. Princière, au son du God Save the Queen. Bonjour Alex. Bonjour Ryan. On parle beaucoup Bonjour. En ce moment du Mexit, c'est la volonté d'indépendance de Meghan et d'Harry. Mais Alex, vous allez nous parler du Brexit, on ne l'oublie pas. Divorce sera officiel le 31 janvier, c'est bientôt. Qu'est-ce que ça va changer ? Eh bien pour l'instant, pas grand-chose. En réalité, il n'y aura pas de saut dans l'inconnu à partir du 1er février. Les barrières douanières ne vont pas s'abaisser brutalement à la frontière franco-britannique. En réalité, l'Union européenne et le Royaume-Uni vont entrer dans une période de transition pour négocier le cadre de leurs futures relations. Durant cette période de transition, eh bien, le Royaume-Uni va rester soumis aux règles européennes, mais il n'aura plus son mot à dire dans la politique de l'Union. Les deux camps devront négocier de nouveaux accords de commerce, de sécurité, également de défense, avec une date limite le 31 décembre 2020. Et c'est justement ce calendrier qui pose problème, car pour réécrire des centaines d'accords, il faut en général des années. Et là, il n'y a que quelques mois. Alors la France a déjà proposé de prolonger ce calendrier de transition, mais le Premier ministre Boris Johnson est totalement opposé. Il veut sortir au plus vite de l'Union européenne. Et du coup, est-ce qu'il y a un risque que cette négociation n'aboutisse pas ? Et oui, il y a un risque de Brexit sans accord, et ce serait un désastre pour certains secteurs économique français et notamment pour la pêche française. Écoutez sur ce point la sénatrice du Pas-de-Calais, Catherine Fournier. C'était dans notre documentaire sur le Brexit réalisé par Fabien Wecker. Regardez. Vous savez que 75% de la pêche des Hauts-de-France, donc des pêcheurs de la côte d'Opale, est effectuée dans les eaux territoriales britanniques. 75%. C'est vital pour eux. C'est leur chiffre d'affaires. Que vont-ils devenir? Quel type d'accords pourront être passés? Vous imaginez, quand vous investissez sur un bateau de pêche, l'investissement est énorme.
Et oui, et le Brexit sans accord aurait des conséquences lourdes pour toute l'économie française en général. Et d'ailleurs, les sénateurs qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet de Brexit, eh bien, ils ont calculé les pertes que cela aurait. Alors pour la France, ce serait 7,7 milliards d'euros de pertes par an. Et pour l'Union européenne, 40 milliards d'euros de pertes chaque année. Autrement dit, nous avons tout intérêt à réussir cette transition avec le Royaume-Uni. Merci beaucoup Alex, on vous retrouve tout à l'heure. On est à un peu plus de 15 jours maintenant de cette date du Brexit, date officielle, date symbolique, puisque les conséquences concrètes, elles se verront plus tard. Est-ce que vous êtes inquiet, Christian Cambon ? On peut légitimement être inquiet en entendant les chiffres même qui viennent d'être évoqués. C'est une affaire absolument dramatique pour la Grande-Bretagne, bien sûr. Ça l'est aussi tout autant pour l'Europe, parce que les échanges que nous avons avec ce pays, et singulièrement la France, sont évidemment essentiels à nos économies nationales, mais aussi régionales. Je pense à la Normandie et aux Hauts-de-France. Ce qu'il faut noter, c'est que le fait qu'il y ait eu approbation par le Parlement britannique, puis par le Parlement européen, de cet accord avec cette date du 31 janvier est malgré tout, dans notre malheur, un élément positif, car nous risquions aussi une sortie sans accord du tout. Alors maintenant, que reste-t-il à faire ? Comme cela vient d'être rappelé, il faut dans l'année qui vient, peut-être plus, car effectivement la situation est compliquée, il y a au moins 10 traités essentiels qui doivent être renégociés. Et je fais tout à fait confiance à Michel Barnier, que je connais bien et qui a montré son talent pour défendre les intérêts européens. Parce que je crois que dans cette affaire, il y a deux éléments. Il y a bien sûr la volonté des Britanniques, mais il y a la volonté des Européens. La volonté des Européens, c'est de préserver le marché unique, c'est aussi de préserver un haut niveau de qualité de l'ensemble de nos prestations, de nos échanges. Et si la Grande-Bretagne compte effectivement jouer sur la dérégulation, la déréglementation pour proposer dans cet accord d'échange des produits de moins bonne qualité ou qui, sur le plan social ou environnemental, risquent de ne pas être au niveau des Européens, eh bien sûr, il faudra réagir. Donc la négociation va être très difficile, elle va être assez serrée. Et puis il y a un troisième élément qui, évidemment, moi, m'intéresse plus particulièrement parce que nous ne pouvons pas non plus nous passer totalement de la Grande-Bretagne pour assurer la sécurité et la défense de notre continent européen. Je rappelle que la Grande-Bretagne reste toujours membre du Conseil de sécurité et c'est la seule armée, avec l'armée française, qui est susceptible de se projeter sur un certain nombre de théâtres d'opération. Et donc nous avons besoin de poursuivre cette coopération. Donc j'ose penser que... Là-dessus, vous êtes optimiste ? Oui, je suis optimiste parce que la Grande-Bretagne ne peut pas, elle non plus, fonctionner toute seule, que ce soit dans le cyberespace, que ce soit dans le secteur du renseignement. Un pays tout seul ne peut plus assurer sa propre sécurité. Donc là, j'ai bon espoir, mais il faut que ce soit un ensemble. Et j'ose penser que le pragmatisme traditionnel que l'on reconnaît aux Britanniques l'emportera et que finalement on arrivera à conclure ces accords. Allez, comme tous les jours, Christian Cambon, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Nancy, retrouver nos partenaires de l'Est républicain. Bonjour Philippe Privé, journaliste à l'Est républicain. Merci d'être avec nous ce matin et vous allez nous parler de démographie scolaire. Toujours moins d'élèves, c'est à la une de l'Est républicain. Toujours moins d'élèves dans l'académie de Nancy-Metz, qui se situe donc à l'Est de la France, alors que l'Ouest a tendance à développer. L'Est perd des habitants. Le chômage est reparti à la hausse dans le Grand Est après une baisse. Donc il y a tout un contexte qui fait que les jeunes ont du mal à se fixer en Lorraine. Et depuis des années, au moins une quinzaine d'années, les effectifs baissent chaque année. Mais là, ça s'accélère. 3000 élèves en moins à la rentrée dernière, 3500 élèves de moins annoncés pour la rentrée de septembre, dont 1000 dans le secondaire. Alors que globalement en France, je crois qu'on doit gagner un peu plus de 20 000, 22 000 élèves dans le second degré. Alors voilà pour les chiffres. Comment vous les expliquez, ces chiffres ? Ces chiffres, je les explique par le fait qu'il y a deux phénomènes auxquels reste confrontée la Lorraine. D'une part, l'après-sidérurgie, même s'il y a des bassins qui ont retrouvé un bon niveau d'emploi, même si le Luxembourg voisin accueille pas mal de salariés lorrains tous les matins. Et il y a aussi le phénomène de désertification rurale, notamment dans des zones rurales en Moselle, hors du sillon lorrain, dans des zones comme les Vosges, la Meuse, qui perd des habitants et donc des enfants. Est-ce que des mesures sont envisagées pour combattre cette hémorragie ? Bien sûr, tous les recteurs qui se succèdent dans l'académie d'Ancy-Metz essayent de prendre des mesures pour juguler, regrouper des écoles, redynamiser. Le recteur actuellement en poste, Jean-Marc Huard, qui est
l'ancien bras droit de Jean-Michel Blanquer, va lancer à la rentrée prochaine des zones prioritaires, en réalité des territoires prioritaires, une animation pour essayer de construire de nouveaux projets pédagogiques autour des écoles en liaison avec les collèges. Et puis, il y a une mesure qui avait été décidée par le président de la République, c'est la fermeture éventuelle de classes ou d'écoles avec l'autorisation des maires. On peut se douter qu'à l'approche des municipales, peu de maires ou d'intercommunalités, certaines possédant la compétence scolaire, vont se précipiter pour fermer des classes ou des écoles. Donc il y aura sans doute une sorte d'amorti, j'allais dire, ou de prudence qui sera de mise cette année. Mais dans les années à venir, les chiffres ne sont pas très bons non plus en termes de démographie scolaire. Merci beaucoup, merci Philippe Rivet. On va revoir ensemble la une de l'Est républicain ce matin. Toujours moins d'élèves, c'est donc à la une de votre journal. Merci d'avoir été en direct avec nous, en direct depuis Nancy. Et Christian Cambon, on va maintenant regarder ensemble la revue de presse de votre département du Val-de-Marne avec Alex Poussard qui revient. Une entrée moins princière, mais il manque que la musique, Alex. C'est pas grave. Sympa. Un hymne du Val-de-Marne. Voilà. On va commencer par 94 citoyens. Et oui, 94 citoyens qui revient sur la réforme des retraites, alors que dans le département du Val-de-Marne, l'opposition à cette réforme fait partie des plus virulentes. On parle souvent du dépôt RATP de Vitry-sur-Seine qui est souvent bloqué. Et du côté des avocats également opposés à cette réforme, eh bien, le barreau du Val-de-Marne a réalisé une opération de don du sang, un geste symbolique pour signifier, je cite, eh bien, la saignée dont ils font l'objet dans cette réforme. Je rappelle qu'ils veulent conserver leur régime autonome de retraite. Un mot sur cette réforme des retraites, Christian Cambon. Est-ce qu'avec la suspension de l'âge pivot dans le texte, comme une partie de la droite, vous dites que c'est un abandon de la réforme ? Je pense effectivement, comme le président Larcher l'a expliqué longuement, que les principes même de la réforme sont en passe d'être adoptés. Je rappelle les trois piliers sur lesquels repose une réforme des retraites. C'est soit les cotisations sont augmentées, soit les pensions sont moins importantes, soit la durée durant laquelle on doit travailler doit s'allonger. À partir du moment où aucune de ces solutions n'est prise en compte, bon, c'est un élément de réforme. Je pense que à la fois on peut être consterné sur la méthode qui a été employée de part et d'autre, hein, car dans quel pays au monde peut-on s'offrir 40 jours de grève? Moi, je suis élu de ce Val-de-Marne. Je pense à l'instant où je parle à ces milliers, dizaines de milliers de gens qui crapahutent depuis 40 jours, qui partent à pied, qui attendent des bus et des métros qui n'arrivent jamais ou au compte-gouttes. Car ça, c'est vraiment l'absence de dialogue. Comment en est-on arrivé là? Je pense qu'il y aura des conséquences à tirer, y compris sur le service minimum. Allez, on va passer à un autre sujet, toujours dans votre département, avec Actu Val-de-Marne. Et oui, le Val-de-Marne qui regarde vers les Jeux Olympiques de Paris 2024, une compétition qui va rayonner sur toute l'île de France. Et hier, au Sénat, un label Terre de Jeux a été signé entre Tony Estanguet, l'organisateur des Jeux, et les élus du département du Val-de-Marne. Alors ce label Terre de Jeux, ça signifie que le Val-de-Marne va s'engager dans cette aventure olympique, un département qui espère également accueillir des centres de préparation olympique pour les athlètes. Et on termine avec Le Parisien. Et Le Parisien qui parle des municipales dans le Val-de-Marne, alors que votre parti, Christian Cambon, les Républicains, eh bien, dirige une vingtaine de villes dans ce département. Un peu plus d'une vingtaine de villes dans le département du Val-de-Marne. Il y a un véritable enjeu et les maires de droite commencent tout doucement à sortir du bois pour se déclarer candidats à leur réélection. Selon eux, il ne faut pas partir trop tôt en campagne, il faut faire durer le plus longtemps possible les affaires courantes municipales et savoir partir à point. Vous êtes confiant, Christian Cambon, pour conserver cette vingtaine et un peu plus de villes dans votre département? Je suis tout à fait confiant parce que les maires de notre sensibilité ont fait de bons mandats. Et je pense que dans cette difficulté à bien comprendre quelle est la situation politique dans notre pays, les électeurs qui ne sont pas si bêtes et qui sont pleins de bon sens vont se tourner vers les maires sortants, ceux qui ont balayé leur rue, nourri leurs enfants dans les cantines scolaires, leur ont permis de faire du sport. Et je pense que nous aurons de beaux succès et peut-être des conquêtes nouvelles. C'est en tous les cas ce à quoi je vais m'attacher personnellement. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Christian Cambon d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière. On parlera bien sûr avec lui de la
la réforme des retraites. Et cette réforme des retraites, il en a été question hier soir dans Audition publique, l'émission politique des chaînes parlementaires. Francis Letellier recevait Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement. Marc Fesneau qui a coupé court à la rumeur. Il n'y aura pas de 49.3 sur cette réforme des retraites. On va l'écouter. Il y a des rumeurs de 49.3 qui courent sur cette réforme des retraites, peut-être d'un dîner à l'Élysée mardi dernier. Est-ce que vous les tuez dans l'œuf tout de suite ou est-ce que vous dites c'est envisageable, peut-être pour faire taire des oppositions, parce qu'on sait qu'il va y avoir des moments durs quand même dans l'hémicycle sur ce texte? Je ne crains pas le débat sur ce texte dont je pense, et de cette réforme dont je pense qu'elle est juste, qu'elle est profondément redistributive. Donc il n'y aura pas de 49.3 ? Mais non, parce que le 49.3, l'objet du 49.3, dans quel motif vous êtes sur le 49.3? C'est quand vous n'êtes pas sûr de votre majorité, et je peux vous dire que moi je sais que la majorité LREM-MoDem est très alignée, et d'ailleurs au-delà de ça, est très alignée sur les objectifs de la réforme et son mécanisme de solidarité, son universalité. Le deuxième motif, c'est parfois quand il y a une obstruction, on fait 300 000 ou 400 000 amendements. Je ne sens pas que l'opposition soit dans cette... Donc il n'y a aucun motif... Pas encore. Non, mais il n'y a aucun motif. Je fais confiance à l'opposition pour avoir un débat qui est nourri. Il y a un temps parlementaire qui est prévu, qui est correct. Très correct, et donc qui permettra à chacun de s'exprimer, d'avoir des positions et des oppositions. Enfin là aussi, c'est simple et c'est sain qu'il y ait des oppositions. Et vous pensez qu'elles sont dures, justement, ces oppositions? Manifestement, en tout cas, ce que j'entends aujourd'hui, c'est qu'elles sont plutôt dures et rudes pour un certain nombre d'entre elles. Mais... Vous savez pas, il y aura peut-être une bataille d'amendements. Mais vous dites ce soir, donc il n'y aura pas de 49.3. Non, mais il n'est pas dans les tuyaux du gouvernement de procéder au 49.3. Il faut qu'on ait un débat public. Ça permettra aux uns et aux autres aussi de se positionner. Ceux qui disent que ce n'est pas assez juste. Et au fond, il y a des tas de mécanismes de redistribution et de justice sociale. Ça mettra chacun au pied de ses responsabilités. Il y a ceux qui disent depuis des années il faut faire converger les régimes spéciaux vers un régime universel, c'est la droite. Et il y a ceux qui disent la réforme n'est pas juste. On les mettra au pied du... Oui, et donc on les mettra devant leurs responsabilités au moment du vote. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de mécanismes, on n'y reviendra peut-être pas ce soir, mais un certain nombre de mécanismes qui sont justes dans cette réforme. Notre invité politique ce matin, c'est Yves Verrier. Bonjour. Bonjour. Secrétaire général de Force ouvrière. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Patrice Moyon de Ouest France. Bonjour Oriane. Bonjour Patrice. On va bien sûr parler, Yves Verrier, de cette réforme des retraites. Et Édouard Philippe, qui, dans une lettre aux partenaires sociaux, qui vous était donc entre autres adressée, a dit suspendre la mesure de l'âge pivot du texte. Est-ce que, en lisant cette lettre, vous vous êtes dit c'est une victoire? Incontestablement, c'est un recul du gouvernement par rapport à ce qu'il avait ajouté à son projet de régime unique par points, parce qu'il faut bien comprendre une chose, on parle en réalité de deux âges pivots ou d'équilibre. La loi prévoira bien, dans le futur régime, s'il voit le jour, un âge d'équilibre à 64 ans à terme. Ce qui est discuté en ce moment, c'est l'accélération de la mise en œuvre de cet âge d'équilibre, de cet âge pivot, dès 2022, c'est-à-dire y compris pour celles et ceux qui feront valoir leur retraite dans le cadre du système actuel, qui aurait été pénalisé dès 2022 par un malus s'ils avaient fait valoir leur retraite à 62 ans et non pas à 62 ans et 3 ou 4 mois et progressivement comme cela jusqu'en 2027 à 64 ans. Mais il faut bien comprendre que le Premier ministre, dans sa lettre qu'il nous a adressée, je l'ai sous les yeux, redit bien, le projet de loi prévoira que le futur système universel comporte un âge d'équilibre, et il évoque bien l'âge de 64 ans, un peu plus bas, quand il évoque l'annulation de la décote à 64 ans au lieu des 67. Alors Laurent Berger pour la CFDT, Laurent Escure pour l'UNSA parle de victoire. Est-ce que vous diriez que pour vous, c'est un piège parce qu'effectivement, les syndicats qui seront dans la gouvernance ensuite auront à décider de cet âge. Alors, il y a beaucoup, dans votre question, il y a beaucoup d'aspects majeurs, essentiels dans cette affaire. La question de la gouvernance, et celle-là, elle est majeure parce qu'elle est aussi dans la lettre du Premier ministre. C'est pratiquement la conclusion des conditions dans lesquelles il accepte de retirer provisoirement l'âge pivot. C'est que cette dite gouvernance ou conférence de l'équilibre et des financements parvienne à proposer des mesures alternatives, mais évidemment qui ne
toucheront pas à la baisse des pensions. On ne va pas proposer, nous, syndicats, de baisser les pensions, mais il y ajoute ni hausse du coût du travail. On va y revenir, Justine Vernier, sur cette conférence de financement, sur cette gouvernance, mais sur la réaction des syndicats réformistes, elle allait être la même que la vôtre. Oui, mais on voit bien... Qu'est-ce que vous en pensez de cette réaction de la CFDT, de l'UNSA? On voit bien qu'il y a certaines organisations syndicales qui soutiennent l'idée du régime universel par points et qui avaient, à l'évidence, besoin de trouver une issue sur ce qui, comme couperait avec le malus dès 2022, évidemment, était difficile à faire passer comme une réforme de progrès. Donc vous comprenez la réaction de la CFDT, de l'UNSA, c'est raccord avec leur ligne, finalement? Non, je ne comprends pas, parce que je leur rappelle, à la CFDT en particulier, le très mauvais film que nous avons vécu sur l'assurance chômage. Toutes les organisations syndicales ont protesté contre la façon dont les choses se sont déroulées. On nous avait imposé un cadrage sévère, l'obligation de négocier 3 à 4 milliards d'euros d'économies sur les droits des demandeurs d'emploi. Aucune organisation syndicale n'allait s'engager sur un tel terrain, avec une vague contrepartie sur un bonus-malus pour les employeurs. Et à l'arrivée, évidemment, on n'a pas trouvé d'accord. Les employeurs ne voulaient pas d'un bonus-malus. Les organisations syndicales n'allait quand même pas négocier 3 à 4 milliards d'économies sur les droits des demandeurs d'emploi. L'État a repris la main, en nous accusant d'ailleurs de ne pas être capable de négocier d'une certaine manière, et a pris les mesures qui sont entrées en vigueur pour certaines d'entre elles dès le mois de novembre dernier, qui vont se poursuivre dès le mois d'avril, qui vont impacter de manière très violente les demandeurs d'emploi, notamment les plus précaires, les plus jeunes. Je me souviens quand même que toutes les organisations syndicales ont protesté de cette façon de faire, et là, on s'inscrit dans un schéma qui ressemble étrangement. Donc pour vous, c'est un piège? C'est un piège où ce sera un tour de passe-passe, parce que j'entends maintenant qu'on nous dit on va pouvoir aller puiser dans les réserves, le fonds des réserves des retraites ou on va y revenir, la mais juste sur ces syndicats réformistes. Vous dites que vous ne comprenez pas leur réaction. Marine Le Pen, ce matin, dans une interview au Parisien, des mots très durs. Elle dit ce sont les idiots utiles du macronisme. Est-ce que ce sont des termes que vous pourriez reprendre? Écoutez, la récupération politique, c'est la pire des choses qui puisse arriver aux retraites, aux retraités, aux salariés actifs aujourd'hui. Donc ça, véritablement, je mets de côté, je ne veux pas en entendre parler. C'est Elle fait de la récupération politique, selon vous, sur cette réforme des retraites, qui est plus dangereuse pour les salariés et les retraités qu'autre chose. Un mot quand même sur le financement, un sujet essentiel. Parce que comment est-ce que... Pas d'augmentation du coût du travail, dit le Premier ministre. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, en fait, il y ait la capitalisation qui se développe dans ce système des retraites? Est-ce que pour vous, c'est une option à développer? Alors, pas d'augmentation du coût du travail. J'insiste parce que là, il y a une question essentielle. On nous parle de gouvernance, de compromis social, de dialogue social. Mais je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance, une incompréhension même de ce qu'est le syndicalisme, le rôle de la négociation collective, notamment en matière de protection sociale, mais pas seulement. Incompréhension de la part de qui? Du gouvernement? Du gouvernement et du Premier ministre. Sa lettre me laisse vraiment très abasourdi. La question, les syndicats, par définition, par essence, négocient le coût du travail. Les salariés échangent leur force de travail, leur travail, contre un salaire. Et quand nous négocions, que ce soit les salaires, les cotisations sociales, l'organisation du travail, le temps de travail, les systèmes de protection sociale, que négocions-nous? Le coût du travail, le coût de notre travail. Donc si on nous interdit demain de négocier le coût du travail, évidemment, quand on négocie et qu'on arrive à un accord, en général, ça se traduit par une hausse du coût du travail. Les syndicats négocient rarement la baisse du coût du travail. Je ne connais pas cela, en tout cas. Donc, dans cette lettre-là, il y a quasiment une négation même de ce qu'est le rôle du syndicalisme. Et là, en l'occurrence, en matière de protection sociale. C'est pour ça que j'ai dit que ce projet de régime unique par points est une erreur historique, je le maintiens. On aboutit à concentrer entre les mains de l'État, des gouvernements, demain, la conduite de
toute la politique économique et sociale de ce pays. Et on voit bien que dès qu'on est dans cette situation, parce qu'il y a des enjeux d'emploi, de chômage, qui tétanisent depuis de nombreuses années les gouvernements, dès que les employeurs lèvent le petit doigt en disant, et moi j'ai vu les réactions publiques du président du MEDEF, il n'y aura pas une même infime hausse de cotisation, nous dit-il, il doit y avoir une mesure d'âge. Je sens bien quand même que les choses se referment et que l'issue, elle est quand même la négation de ce qu'est le rôle de la négociation collective. C'est le procès que je fais à ce projet de régime unique par points. C'est le procès majeur. Il y a les deux aspects. Il y a cet aspect-là et évidemment les difficultés que rencontreront demain les salariés pour se constituer un droit à la retraite pérenne. Mais juste pour qu'on soit bien clair, Yves Verrier, est-ce que vous irez à cette conférence de financement? Vous y participerez, oui ou non? Je vais vous dire, quand je vois cet amateurisme de la part des uns et des autres qui s'inscrivent là-dedans, plus que jamais je vais y aller pour faire connaître précisément ce que nous n'acceptons pas, ce que nous n'accepterons pas. Nous ne sommes pas dupes et je m'en expliquerai systématiquement, publiquement, bien évidemment. Et je vais aller proposer, moi, ce que j'estime être, et on va peut-être revenir sur le risque du passe-passe, parce que moi je me méfie des solutions alternatives qui pourraient nous être proposées, parce que tous les paramètres ne sont pas pris en compte. Il y a beaucoup d'omissions dans les discours qu'on nous fait aujourd'hui. C'est quoi la bonne mesure pour atteindre l'équilibre? Ça passe par une hausse de cotisation? Je le redis, premièrement, on nous dit, il faut bien comprendre, parce qu'on parle beaucoup du Fonds des réserves des retraites en ce moment, et de la manne, qui n'est pas si élevée que ça, au demeurant. 35 milliards d'euros. On pourrait aller chercher au Fonds des réserves des retraites pour combler une partie de ce déséquilibre à horizon 2030. Je rappelle quand même une chose, c'est que le déséquilibre, tel qu'évalué par le Conseil d'orientation des retraites, ne provient pas d'une dérive des dépenses en matière de retraite, c'est exactement le propos du Conseil d'orientation des retraites, mais d'une déficience, d'une insuffisance de ressources qui est principalement due aux politiques de maîtrise des dépenses publiques dans le secteur de la fonction publique, c'est-à-dire les politiques d'austérité, la compression sur le nombre de fonctionnaires actifs et le gel des salaires de la fonction publique qui fait qu'il y a par définition insuffisamment de recettes par rapport j'aime pas parler de stock, mais au nombre de pensionnés de la fonction publique. Et ça, le Fonds des réserves des retraites n'a jamais été mis en place pour venir combler des politiques, des choix de politique budgétaire, de rigueur de la part de l'État. Or, c'est à cela que nous sommes confrontés. Le Fonds de réserve des retraites, son objectif, c'est de passer le cap du baby-boom ou du papy-boom à horizon 2020-2030. Et ce n'est pas de cela qu'on est en train de parler, alors, je le redis. Qu'est-ce que vous allez proposer? Moi, ce que je vais proposer, je redis une chose. Le principal défaut en matière d'équilibre des retraites aujourd'hui, il y a deux causes. Il y a effectivement l'augmentation de l'espérance de vie, qui fait qu'on a plus de retraités, plus longtemps, aujourd'hui, dont il faut assurer la pension. Ça, c'est une réalité. Mais on nous dit, on est passé de 4 actifs pour un retraité à 1,7 actifs pour un retraité. Il faut intégrer là-dedans, quand même, on l'oublie, l'augmentation importante de la productivité du travail, premièrement. Deuxièmement, on parle bien d'actifs cotisants, et ce qui est important, c'est de garantir un véritable emploi à durée, pérenne, à temps plein, dès l'entrée dans la vie active, jusqu'au moment du départ à la retraite. Donc développer l'emploi chez les jeunes et développer l'emploi chez les seniors, c'est ça? Exactement, parce que c'est là que se situent les difficultés en matière de redistribution par le biais de la cotisation qui permettent de financer les systèmes de protection sociale et les retraites en particulier. Or, j'ai le sentiment qu'on va aller chercher, soit dans le Fonds des réserves des retraites, soit dans de la CRDS, où j'y serai très attentif, surtout, en tout cas, nous nous opposerons à ce qu'on aille puiser dans les réserves des régimes de retraite existants, et notamment des retraites complémentaires, Agirc-Arrco. On va aller chercher, en tout cas, des solutions budgétaires qui seront in fine payées par de l'impôt, par tout un chacun, pour pallier le fait
qu'on n'est pas en capacité de garantir un véritable emploi dès l'entrée dans la vie active jusqu'au moment du départ à la retraite. On nous dit on va négocier ou on va travailler sur la question de l'emploi des seniors. C'est ce que nous avions mis sur la table, nous, depuis le mois de septembre, comme revendication importante. Comment fait-on pour garantir que les entreprises maintiennent les seniors en emploi? Comment fait-on pour faire en sorte que les stages auxquels sont confrontés les jeunes, par exemple, pour entrer dans la vie active, soient pris en compte dans les retraites le moment venu, puisque c'est de plus en plus, malheureusement, un passage obligé pour rentrer dans la vie active que les stages. Comment fait-on pour revaloriser les professions à bas salaire? C'est là que les femmes sont le plus souvent en difficulté. Et si on nous dit qu'on ne négocie pas le coût du travail, je ne vois pas comment on va résoudre ces problèmes-là. Et en tout cas, je ne veux pas qu'on aille chercher dans des ressources telles que le Fonds des réserves des retraites ou la CRDS, a fortiori encore moins dans les réserves des retraites complémentaires, le moyen de contourner le fait qu'on va véritablement trouver des solutions à ces questions d'emploi. Alors, on a bien compris vos propositions, on a compris que vous allez les défendre à cette conférence de financement. Est-ce que vous dites qu'il faut attendre nos conclusions de la conférence de financement avant d'examiner le texte au Parlement? J'ai demandé explicitement au Premier ministre vendredi dernier, lorsqu'il nous a reçus les uns et les autres, c'est peut-être le premier tour de piste sur cette histoire de conférence de financement qui est devenue conférence d'équilibre et de financement. Au demeurant, on voit bien qu'il y a une contrainte forte sur l'équilibre, mais il faudrait encore qu'on se mette d'accord sur la question du déséquilibre. Hein. J'ai perdu la question. Au Parlement. Est-ce que du coup, il faut attendre fin quand avril il nous a vos reçus conclusions avant d'examiner le texte au Parlement qui est prévu pour le mois de février. Hein. On venait de recevoir le texte du projet de loi dans la nuit, puisqu'il a été transmis aux organismes, notamment de sécurité sociale, et en particulier la Caisse nationale d'assurance vieillesse. C'est un texte qui comporte de nombreux articles et qui fait 140 pages, avec la loi ordinaire et la loi organique. J'ai demandé au Premier ministre, compte tenu du fait qu'il me paraît nécessaire et utile, même si nous sommes en désaccord, ça ne changera pas notre désaccord sur le fond du principe du régime unique par points, mais qu'à tout le moins, ils prennent le temps d'entendre ce que nous avons comme analyse de telle ou telle disposition concrète que nous voyons aujourd'hui écrite dans le projet de loi. Jusqu'à maintenant, nous n'avions que des grandes formules générales sur un système plus simple, plus juste, équitable, tout ce qu'on veut, mais concrètement, à chaque fois que nous disions en quoi concrètement cela sera, puisque nous en doutons fortement, là maintenant nous avons le texte de loi. Donc nous demandions à ce qu'au moins il y ait une pause dans le processus d'adoption du projet de loi et qu'on recule déjà la présentation au Conseil des ministres pour qu'on ait le temps au moins de faire connaître nos réactions. Cela, on ne nous l'a pas donné. Est-ce que vous allez continuer à vous mobiliser dans la rue, sachant que vous avez essayé de créer un rapport de force quand même en 1995 et finalement vous n'avez pas réussi? Est-ce que c'est la bonne stratégie de continuer à faire grève et à organiser des manifestations, sachant que visiblement, les Français sont partagés, mais n'embrayent pas sur les mots d'ordre de ceux qui demandent le retrait de ce texte? Alors, il y a deux choses dans ce que vous me demandez. N'avons-nous pas réussi, sans doute pas encore à la hauteur de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire mettre de côté définitivement cette très mauvaise idée, la pire des idées du quinquennat, je le redis, je le maintiens, qu'est ce projet de régime unique par points. Mais vous y croyez encore quand vous voyez la détermination du Premier ministre? Vous vous dites, oui, c'est encore possible pour nous d'obtenir le retrait de ce texte? Je suis convaincu que c'est une erreur et à terme, je suis convaincu qu'il faudra corriger cette erreur. J'espère que le terme sera le plus court possible. Vous pensez que c'est un mauvais texte, mais est-ce que vous croyez encore à son retrait? Ou est-ce que vous vous dites, on ne pourra pas obtenir son retrait? Dans votre question, il y avait, nous n'avons pas réussi. Croyez-vous un seul instant que s'il n'y avait pas eu le déclenchement de la grève le 5 décembre. Les manifestations massives de salariés de tout corps de métier à plusieurs reprises et encore très récemment, croyez-vous un seul instant qu'on serait ne serait-ce qu'en train de discuter d'un retrait éventuel de l'âge pivot? Croyez-vous un seul instant qu'on serait aujourd'hui, même si nous ne sommes pas forcément satisfaits pour le moment des dispositions qui nous sont proposées, mais qu'on serait en train d'examiner la question des rémunérations des enseignants? Croyez-vous un seul instant que le gouvernement aurait reculé à la génération 75 la mise en œuvre de son régime unique par points tel qu'il le projetait, alors qu'il voulait la mettre en œuvre dès la génération 63? Croyez-vous un seul instant qu'il aurait reculé dans
telle et telle profession, concéder ici telle ou telle disposition particulière. Alors évidemment, ça ne nous satisfait pas complètement, loin s'en faut, puisque encore une fois, je suis convaincu de la justesse de ce combat que nous portons, de la justesse de notre analyse. Est-ce que ça passe par la grève encore ? Ce sont les organisations syndicales dans les secteurs d'activité, dans les entreprises. Nous réunissons régulièrement nos structures, nos fédérations, nos unions départementales, nous échangeons et nous examinons avec elles, et c'est à ce niveau-là que se décide. Et est-ce que ce sont les assemblées générales, ce sont les salariés. Une lassitude, ou est-ce qu'il y a toujours la même détermination ? Bien évidemment, je ne vais pas vous dire que ça n'est pas difficile, que nous avons beaucoup de camarades qui ont aujourd'hui un salaire qui va être réduit quasiment à zéro au mois de décembre, au mois de janvier, quand ça va tomber. Donc bien évidemment que c'est très difficile, et je tiens à dire d'ailleurs qu'ils peuvent être fiers de ce combat qu'ils ont engagé, ceux en particulier qui se sont mis en grève, qui ont reconduit la grève. Ils peuvent être fiers parce qu'ils portent un mouvement pour le compte de l'ensemble des salariés aujourd'hui. Je sais que c'est la galère pour les salariés aujourd'hui dans les transports en commun. Je sais que c'est vraiment difficile pour un certain nombre d'activités économiques. Mais je le redis encore une fois, ce que nous voulons éviter, c'est une galère qui soit bien plus difficile demain sur les retraites. Donc, juste, c'est quoi votre horizon en termes de calendrier pour cette grève ? À quel moment vous vous direz, bon, il faut arrêter cette grève ? Est-ce que c'est le 24 janvier, le jour de la présentation du texte ? Est-ce que c'est le 17 février, le jour du début de l'examen à l'Assemblée ? Est-ce que c'est le 3 mars, le jour du vote ? Est-ce que c'est fin avril, au moment de la conférence de financement ? À quel moment vous vous direz, bon, là, il faut qu'on arrête la grève, il faut qu'on passe à autre chose ? Mais vous savez, la mobilisation, elle s'organise en fonction de l'environnement, de l'évolution de l'environnement et du contexte. Et elle s'organise à partir des assemblées générales qui en décident. Reconduit-on ou non la grève sur telle ou telle forme, dans tel ou tel secteur ? Je vais réunir vendredi prochain l'ensemble des fédérations Force ouvrière de tous les secteurs d'activité, que ce soit du privé, du public, de la chimie, de la métallurgie, de la pharmacie, du commerce, des services, de la banque, de l'assurance, de la sécurité sociale, du secteur public, de la fonction publique. Et nous allons examiner la façon dont nous estimons devoir porter cette détermination qui est intacte quant au risque que représente pour les retraites dans l'avenir, ce n'est pas immédiatement, mais c'est pour les générations à venir, ce projet de régime unique par points et le risque que représente aussi cette conception de la dite gouvernance, mais y compris de la place du dialogue social, de la négociation collective. C'est une question essentielle pour moi également, la capacité de préserver un espace de négociation au niveau national interprofessionnel sur la part des richesses produites par l'économie de l'entreprise qu'on redistribue au salaire et à la protection sociale. Le gouvernement a suspendu l'âge pivot de son texte. Il a fait passer cette réforme de la génération 63 à la génération 75. Il a fait des concessions pour certains métiers. Est-ce qu'à un moment, vous ne dites pas, bon, le gouvernement a fait des compromis, a fait des concessions, il faut qu'on en fasse, nous aussi. Mais il va y avoir... Je ne vais pas faire de concessions sur le projet de régime unique par points parce que je ne peux pas vous dire autrement. On est en démocratie. Nous avons analysé précisément. On ne cesse de me dire que Force ouvrière est sans doute l'organisation qui connaît le mieux ce dossier. Et je vais vous dire, et pour cause, depuis les origines, Force ouvrière est impliquée dans la négociation de la protection sociale. Donc, je ne vais pas faire de concessions sur ce que nous croyons juste. Nous n'avons jamais été contredits. Je vais vous prendre un exemple. Dans le projet de loi, on s'aperçoit que, contrairement à ce qu'annonçait le rapport du haut-commissaire, le haut-commissaire jusqu'à maintenant, les pensions de réversion auraient été portées en termes d'âge du bénéfice à 62 ou 63 ans. Bien. Nous vous apercevons dans le projet de loi que finalement, on en reviendrait à l'âge de 55 ans pour les veuves, le plus souvent, qui pourront bénéficier de la pension de réversion. J'insiste là-dessus très vite. Alors, pourquoi ? Très vite, parce qu'il nous reste peu de temps. Juste une dernière question, oui. Patrice. Est-ce que vous restez finalement sur la même ligne que la CGT, retrait total de ce texte, et est-ce que vous allez rester mobilisé par la grève et dans la rue ? Je suis sur la ligne de Force ouvrière et la seule ligne de Force ouvrière. Nous avons œuvré à l'unité d'action syndicale la plus large et elle s'est très largement élargie pour le coup, puisque la CGC a rejoint la mobilisation, elle est avec nous aujourd'hui et elle a raison. Parce que nous sommes convaincus que sur des enjeux de cette nature, il faut que nous convainquions l'ensemble des salariés. Donc pas de divergence avec la CGT aujourd'hui. Il n'y a pas de divergence sur la nécessité de se mobiliser face à ce projet de régime unique par points.
Merci beaucoup. Merci Verrier d'avoir été avec nous ce matin. Demain, à votre place, ce sera Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci Patrice. On passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui avec la bande, nous parlerons bien sûr de la réforme des retraites. À 10 jours de la présentation du texte en Conseil des ministres, la grève se poursuit. On va en parler et puis on parlera des municipales. À 2 mois du premier tour, la campagne est-elle lancée? La réforme des retraites va-t-elle parasiter cette campagne? On en débattra. Mais d'abord, vous le savez, c'est l'heure de notre reportage en région. Elle est à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous et toute la semaine, nous sommes dans les Vosges. Car la neige, ce n'est pas qu'un loisir, c'est aussi une économie. Alizé Boissin et Jonathan Dupriez se sont rendus à la Bressonnec où les commerçants attendent avec impatience le début de la saison de ski. Leur activité est fortement liée à l'ouverture de la station. Comment la commune gère-t-elle une activité saisonnière parfois précaire? On regarde ce reportage. Nous sommes à la Bresse. À seulement 10 minutes en voiture se trouve la plus grande station de la région. 34 pistes au total, mais pour le moment, 2 seulement sont ouvertes pour cause de manque de neige. Et ça a un impact directement ici pour les commerçants du fond de vallée. On part à leur rencontre. Vous allez bien? Oui, ça va bien, oui. Alors, Éric Clodon, vous êtes responsable de Sport Passion. Je vois qu'il y a encore beaucoup de ski. Est-ce que c'est compliqué de louer à cette période? Oui, actuellement, c'est assez compliqué par manque de neige. On n'a pas eu beaucoup de chutes de neige depuis le début de l'hiver. Et c'était très difficile de louer. Vous voyez, les racks sont remplis. Et alors, par rapport à une bonne année, très concrètement, comment ça impacte votre chiffre d'affaires, ce manque de neige? Environ 75% de moins que ce qu'on devrait faire normalement. Vous voyez, on a ressorti notre parc de vélos que nous utilisons tout au long de l'année maintenant, puisqu'on l'utilise en été, mais également en hiver quand il n'y a pas de neige, parce que les touristes et les vacanciers aiment faire des activités à la Bresse, autres aussi que le ski. Cette activité vélo, est-ce que ça compense vraiment par rapport à une activité ski normalement en cette saison? Ah non, pas du tout. L'activité vélo, c'est bien, mais ça ne peut pas compenser le ski en termes de volume. Nous n'avons pas autant de matériel de ski à louer que de vélo. Et également, il y a beaucoup moins de monde qui pratique le vélo que le ski. Si pour le loueur, le business est compliqué, à l'Hôtel des Vallées, on reste optimiste. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors vous, Hervé Pierrel, vous êtes directeur de l'Hôtel des Vallées. Comment le manque de neige à la Bresse impacte directement vos réservations? Alors on n'est pas si impactant que cela, nous avons quand même 80% d'occupation ce week-end, contrairement certes à 90% l'an dernier, mais il y a tout de même 80% de chambres occupées sur nos 113 chambres. Venez. Merci. Voici une de nos chambres classiques qui reste à louer pour ce week-end. Il en reste 7 sur les 56 à louer. Et alors malgré ce manque de neige, vous restez optimiste sur la suite de la saison? Le Vosgien est toujours optimiste par la nature. Et, déjà une fenêtre de tir de froid nous apparaît pour ce week-end. Donc nos collègues au pied des pistes vont pouvoir produire un peu de neige de culture afin de nous offrir, on pense, un domaine à 50 ou 80% de pistes ouvertes pour ce week-end. Et nous proposons d'autres activités pour nos clients, aussi bien au sein de l'hôtel, avec l'espace bien-être, sauna, hammam, jacuzzi, mais aussi les socioprofessionnels du village se mettent tout en œuvre pour proposer des animations autres que la neige pour nos clients. Donc ce retard, il est complètement rattrapable sur le reste de la saison? C'est pas forcément rattrapable, mais on peut limiter la casse et garder une belle image des Vosges pour nos clients. Alors Marie-Yvonne Crouvesier, vous êtes maire de la ville de la Bresse. Comment la station de ski impacte directement la ville? Donc la Bresse, 4350 habitants, 15 000 au mois de février avec l'afflux de tous les touristes. Donc une partie importante de notre économie. Et alors à la Bresse, on ne fait pas que du ski, il y a aussi d'autres activités qui permettent de faire vivre la ville. On prône pour le tourisme 4 saisons depuis déjà longtemps. Et à la Bresse, vous faites tout ce que vous voulez. Si vous ne pouvez pas faire de ski, si la météo le permet,
Vous faites du VTT, vous faites des balades sur les crêtes. Tous les sports seront possibles à la Bresse. Tout l'enjeu, c'est de continuer d'attirer les touristes, et ça même sans neige. Et pourtant, les sports d'hiver restent une activité déterminante pour l'économie locale. Quand la saison bat son plein, en février, c'est près de 130 saisonniers qui viennent travailler ici, à la Bresse. Voilà pour ce reportage d'Alizé Boissin et de Jonathan Dupriez. La suite, bien sûr, demain à cette heure-ci dans Bonjour chez vous. Bonjour à tous, on va commencer ce thème. Bonjour Pierre Dumazo, Yves Tréhard, Nathalie Mouret. Bonjour. Et rebonjour Alex Poussard. On va commencer bien sûr en parlant de cette réforme des retraites. On est maintenant à 10 jours de la présentation du texte en Conseil des ministres. Et eh bien, la grève se poursuit d'un côté. On entend les syndicats. On a entendu Yves Verrier il y a quelques minutes sur ce plateau, secrétaire général de Force ouvrière, qui ne lâche pas, qui dit qu'il continuera à se battre jusqu'au retrait du texte. Et de l'autre côté, on a Édouard Philippe qui fait des concessions, en tout cas, qui suspend l'âge pivot du texte. Est-ce que c'est un recul, Yves Tréhard ? Non, c'est pas un recul. Si vous regardez bien, c'est pas des concessions d'ailleurs. Enfin, il y a eu des concessions de fait à certaines professions, mais sur l'âge pivot, c'est une espèce de compromis. C'est-à-dire qu'il dit, je retire le principe de l'âge pivot, si vous, partenaires sociaux, vous arrivez à trouver une autre forme de financement pour arriver à l'équilibre. Sinon, qu'est-ce que je fais ? Je remets l'âge pivot. Moi, je suis très inquiet de savoir ce qui va se passer fin avril, puisque c'est fin avril que tout va se dénouer, ou se nouer, j'en sais rien, parce que je ne vois pas, si vous voulez, quelles sont les recettes pour arriver à l'équilibre. Il y en a 3. Soit vous augmentez les pensions, soit vous augmentez les cotisations, vous baissez les pensions, ou vous reculez l'âge de départ à la retraite. Je vois pas tellement d'autres solutions. Alors on va nous dire, on va les piquer dans les réserves, on va détourner une partie de la CRDS. D'autres solutions que d'augmenter l'âge de départ, puisque Édouard Philippe a fermé la porte à la baisse des pensions et à la hausse des cotisations. Donc je vois pas très bien sur quel compromis, enfin sur quelle solution on va arriver, mais pour le moment, on est dans l'ère des compromis. Et je dirais même que ce qui est assez étonnant, c'est que on a perdu 2 ans et demi. À bagnauder finalement avec M. Delevoye qui nous disait une chose un jour, le lendemain une autre chose, qui devisait philosophiquement sur la vertu du système de retraite en France. Et puis on a débouché directement sur cette grève. On aurait pu faire l'économie de tout ça si il y avait eu une conversation davantage nourrie et plus, je dirais, plus sereine entre les syndicats réformistes, je ne mets même pas CGT, FO, je les mets de côté, et le gouvernement. Et là, on est vraiment arrivé, je dirais, à l'épure de ce qu'est ces dernières semaines, ces derniers jours, à l'épure de ce qu'est un dialogue social. Après, on va voir si ce dialogue social, eh bien, il débouche sur quelque chose. Donc on en revient, Nathalie Mouret, à ce problème de méthode toujours ? Je pense qu'effectivement, il y a eu un problème, je ne sais pas s'il y a eu un problème de méthode, mais il y a eu un problème de communication, puisqu'on voit bien que le principe même de l'âge pivot, qui était un point dur pour les syndicats réformistes, notamment la CFDT, ont totalement occulté le reste de la réforme des retraites. Parce que la réforme des retraites, aujourd'hui, qui peut dire exactement ce qu'il y a dedans ? En fait, assez peu de gens, je pense. Les kidams dans la rue vont vous parler de l'âge pivot, mais est-ce qu'ils vont pouvoir vous dire que c'est un système à points, que c'est un système universel, qu'il y a des avancées pour un certain nombre de catégories de personnes, notamment, par exemple, les agriculteurs et les femmes qui ont eu plusieurs enfants. Toutes ces réalités-là, qui sont des avancées sociales vraiment reconnues, n'ont pas imprimé dans l'opinion parce qu'il y a eu ce débat sur l'âge pivot. Et je sais qu'à Matignon, on espère que dans cette nouvelle séquence qui est en train de s'ouvrir, justement le fait que l'âge pivot ait provisoirement disparu au moins des discussions, va pouvoir mettre en lumière sur ces avancées, en tous les cas, celles qui sont présentées comme ça dans le texte, de façon à ce que l'opinion publique puisse s'en emparer et qu'effectivement, il y a un changement dans l'opinion publique qui, pour l'instant, a quand même assez massivement soutenu les grèves. Alors, l'âge pivot, il a disparu du texte, mais il n'a pas disparu des débats politiques, Pierre Dumazo, malgré la suspension. Et puis voilà, il faut dire une chose, c'est qu'il n'a pas disparu du texte. Là aussi, il y a une sorte d'enfumage en disant que Matignon avait assez parlé, que les syndicats, certains, étaient dans le dialogue, qu'ils avaient réussi à faire plier le gouvernement. Je veux dire, absolument pas. L'âge pivot, il est suspendu et le journal du dimanche parlait d'ordonnance, de 49.3, de toutes ces choses qui rappellent le non-dialogue sous François Hollande. Donc l'âge pivot, il est toujours là. C'est faux de dire qu'il est rayé du texte, il a disparu. Donc là où je suis d'accord également avec Nathalie, c'est qu'on se focalise effectivement sur cet âge pivot, mais le reste,
pardon, mais on n'en sait rien, ou on n'en sait pas grand-chose. Donc c'est toujours cette espèce de flou. On va voir quel texte définitif sera discuté, en tout cas à l'Assemblée nationale, mais à mon sens, les grèves et manifestations ne sont pas prêtes de s'arrêter. Et puis cet âge pivot, cette réforme de retraite, elle fait bien sûr réagir dans la classe politique. Je vous propose d'écouter quelques réactions qui datent de ce matin. On va écouter ça, on en parle juste après. La suppression des régimes spéciaux, c'est un peu plus de 8 milliards d'euros chaque année de dépenses publiques en moins. Donc regardons les chiffres uniquement une fois que nous serons au bout de la discussion. C'est un piège ou ce sera un tour de passe-passe. Je leur rappelle, à la CFDT en particulier, le très mauvais film que nous avons vécu sur l'assurance chômage. Toutes les organisations syndicales ont protesté contre la façon dont les choses se sont déroulées. On nous avait imposé un cadrage sévère, l'obligation de négocier 3 à 4 milliards d'euros d'économies sur les droits des demandeurs d'emploi. Et à l'arrivée, évidemment, on n'a pas trouvé d'accord. Ce pays se mettrait en grève pendant 3 jours de manière totale. Ce gouvernement, il plie en 3 jours. Moi, j'en suis persuadé. Il faut aider les cheminots et les RATP. Là. Non, je parle du privé. Ne croyez pas, les gens, que ce gouvernement, il est plus solide qu'un autre, qu'il ne céderait jamais. Ça, c'est sa communication. Je pense que s'il y a des secteurs plus importants qui se mettent en grève, il plierait très vite. Est-ce qu'il peut vraiment plier, Isréa? Non, mais attendez, le discours politique est quand même de très médiocre niveau. Il faut quand même le dire. Si le secteur privé ne se met pas en grève, c'est qu'il y a des bonnes raisons de ne pas se mettre en grève. Parce que, je suis désolé, il faut le répéter, cette grève et ces manifestations sont le fait quand même des bataillons de la fonction publique et des agents publics, des assimilés. C'est-à-dire de secteur des transports publics. Et d'ailleurs, puisque nous sommes sur une chaîne qui regarde toujours vers la province, ce joli mot de province, et arrêtons avec les territoires, eh bien, il est assez étonnant. Moi, je suis allé plusieurs fois, justement, hors de Paris, pendant le mois dernier, quand vous allez dans des villes, si vous voulez, les transports urbains marchent, ils nous regardent, nous autres franciliens et parisiens, avec des yeux étonnés, eux, ils comprennent pas, eux, ça marche, vous voyez. Et quand la SNCF marche à peu près, on n'a pas du tout la même impression là-bas qu'ici. Donc, il faut arrêter certains, je dirais, hommes et femmes politiques en mal de public, en mal d'idées, et de nous raconter n'importe quoi. C'est pas une histoire de plier ou pas plier. Si le secteur privé ne veut pas y aller, parce que le secteur privé, il ne les écoute pas, ceux-là. Et on était vraiment, sincèrement, dans un conflit on ne peut plus classique. Autant l'année dernière, le conflit des Gilets jaunes répondait à une définition, je dirais, à une espèce d'ovni, parce que personne ne savait exactement à quoi ça correspondait, on n'avait jamais vu ça. Autant le conflit qu'on vient de vivre, et qu'on continue à vivre, est un conflit on ne peut plus classique, entre une fonction publique qui est accrochée à ses droits acquis, et puis, eh bien, un gouvernement qui essaye de faire évoluer les choses. Je ne dis pas qu'il a tout bon, ce gouvernement, mais c'est ainsi. Oui, on voit aussi que les partis politiques sont sur un schéma où ils sont quand même dans l'opposition depuis 2 ans et demi, avec assez peu de grains à moudre, finalement. Ouais. Et là, ils se disent, bon sang, une réforme des retraites, c'est quand même la réforme qui met tout le temps les gens dans la rue. Et justement, ils sont tous en train d'être absolument contre cette réforme des retraites, même ceux qui étaient pour. Par exemple, le Parti républicain, c'est quand même un parti qui était pour la suppression des régimes spéciaux, etc. Là, ils disent que cette réforme n'est pas bonne. Le Parti socialiste, qui a quand même augmenté la durée de cotisation via la loi Touraine, est en train de dire que cette réforme est dangereuse. Le vocabulaire est peut-être un peu fort. On peut peut-être la considérer injuste. Dangereuse, je pense que c'est quand même un petit peu fort. Donc on voit bien qu'ils prennent ce prétexte de la réforme des retraites pour en faire un objet de mobilisation contre le gouvernement. Or, on voit bien que la convergence des luttes qui est espérée, notamment par la France insoumise, là, sur cette réforme des retraites ne prend pas, pour une raison très simple, et j'en terminerai par là, c'est que je pense que les Français ont, à tort ou à raison, mais intégré depuis longtemps qu'il faudrait travailler plus. Pierre, rapidement.
Oui, il y a toujours cette espèce de fantasme d'une partie de l'extrême gauche de bloquer le pays, de faire plier le gouvernement, de Macron, destitution, démission, tout ça est bien ridicule. Effectivement, même si cette réforme des retraites, on peut en débattre pendant 2 heures, c'est toujours les mêmes qui ne veulent pas faire évoluer le pays. Quand on mêle à ça des fake news avec BlackRock et qu'on mélange tout dans un chaudron, les partis politiques se disent que finalement, peut-être à 2 mois et demi des municipales, on va peut-être réussir à en tirer quelque chose. Tout ça est un peu, à mon sens, significatif du niveau du débat politique du moment et un peu triste avec un peu de recul, c'est vrai. Allez, la prochaine grande étape, en tout cas pour les syndicats, c'est cette fameuse conférence d'équilibre et de financement. On va en parler avec vous, Alex. Alex, tous les mardis, vous regardez dans le rétro et ces partenaires sociaux qui vont donc devoir se mettre d'accord lors de cette conférence de financement. Eh bien, en regardant dans les archives, vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas la première fois que les syndicats font une conférence sur les retraites. C'était déjà le cas en 2013, sous François Hollande. Et oui, et sous François Hollande, on appelait ça la conférence sociale. Elle avait lieu chaque année. En 2013, elle est consacrée au financement des retraites avec une question qui revient, comment éviter un futur déficit du régime des retraites. Et les partenaires sociaux qui devaient se mettre autour de la table, eh bien, ils avaient certaines attentes de cette conférence. Regardez. Ce n'est pas une grand-messe, c'est un moment important de la démocratie sociale, mais il nous apporte à tous. Il faut que chacun prenne ses responsabilités pour en faire un rendez-vous utile. Si le MEDEF entend aborder cette conférence dans un esprit constructif, la question de l'âge légal du départ à la retraite doit être mise sur la table. Il est évident que le pessimisme, le doute sur l'avenir que nous éprouvons tous est lié au fait que la question des retraites n'est toujours pas résolue, est lié au fait que la question de l'âge légal est toujours un tabou. Et le MEDEF qui met la pression sur le recul de l'âge de départ à la retraite. Mais à l'époque, eh bien, cette conférence sociale, elle était déjà strictement cadrée par l'exécutif. Et François Hollande avait déjà choisi son option pour assurer l'équilibre financier des retraites. Regardez. Il y a 2 options qui sont possibles et qui sont évoquées. Première option, augmenter l'âge légal de départ à la retraite. Ça a été fait, c'était le principe de la réforme de 2010. J'ai considéré que ça revenait à pénaliser ceux qui ont commencé tôt à travailler. L'autre option, c'est de prolonger la durée de cotisation. C'est la mesure la plus juste, à condition de l'appliquer à tous et à tous les régimes et de tenir compte de la pénibilité des tâches. Et oui, ce sera la hausse de durée de cotisation. Finalement, l'idée était lancée avant que les partenaires sociaux se mettent autour de la table. Et au final de cette conférence sociale, eh bien, ils ne sont pas tombés d'accord sur grand-chose. Écoutez le patron de Force ouvrière à l'époque, Jean-Claude Mailly. La conférence n'a rien changé sur le dossier retraite. Les uns et les autres, on a affiché nos positions et nos positions sont toujours divergentes. Tant patronat, syndicats, même les syndicats n'ont pas tous la même position. Il y a 2 organisations qui sont prêtes à accepter un allongement de la durée, d'autres non. Et voilà une archive qui montre la difficulté pour les partenaires sociaux de se mettre d'accord sur les retraites dans ce genre de conférence. Et cette difficulté, est-ce qu'elle sera encore là en avril prochain? Est-ce que pour vous, Yves Tréhard, ils peuvent réussir à se mettre d'accord? Tant les divergences ont l'air importantes. Oui, ils peuvent réussir à se mettre d'accord, ils peuvent réussir à ne pas trouver d'accord aussi. Ils peuvent échouer. C'est tout le problème et on connaît l'issue. S'ils échouent, c'est le gouvernement qui reprend la main, comme d'ailleurs dans toutes les dossiers où les partenaires sociaux sont partie prenante. On va voir. Sincèrement, je pense que la CFDT, que l'UNSA vont sans doute essayer de trouver des solutions pour sortir de cette crise. Ils y ont tout à gagner, je dirais, parce que sinon c'est le blocage du pays, c'est cette société bloquée. Parce que le gouvernement ne reculera pas, effectivement. Voilà, je vous rappelle quand même que Michel Crozier en parlait déjà dans les années 70. Oula. Et cette question, voilà pour les références, il n'y a pas que vous qui regardez dans le rétro, Alex. Cette question de l'âge pivot, eh bien, elle occulte les autres poinns du texte. On le disait notamment la question de la pénibilité, qui pourtant est au cœur des négociations sur cette réforme. On va regarder avec nos partenaires des télés locales un reportage comment prendre en compte cette pénibilité, quels critères pourraient permettre de partir plus tôt pour les professionnels du BTP. Notamment, ces questions sont source d'inquiétude. On va regarder ce reportage de Florent Clavel, de nos partenaires de TV Tour. Le bruit, le transport de charge, tous les jours, y compris par grand froid ou canicule. C'est le quotidien de ces ouvriers des travaux publics.
C'est quand même assez dur, il faut toujours se soulever, il faut toujours descendre, il faut forcer en fait. Dans ces conditions, difficile pour eux de s'imaginer travailler jusqu'à l'âge pivot de 64 ans. 60, 62, mais pas après, enfin j'arrive, voilà, je le conçois pas et je vois des personnes partir à la retraite actuellement et eux-mêmes ne pourraient pas continuer, donc je vois pas pourquoi moi je continuerai plus loin non plus. Physiquement je ne pourrais pas, je le sais d'avance. En 2017, les 4 critères de pénibilité de la profession ont été supprimés car jugés trop complexes à évaluer. Les postures pénibles, le port de charges lourdes, les vibrations mécaniques et l'exposition aux agents chimiques. Pourtant, ils permettaient aux ouvriers d'envisager une retraite anticipée. Pour ce patron, les négociations actuelles doivent permettre de trouver de nouveaux critères. Probablement que ça va engendrer, oui, un travail supplémentaire administratif pour pouvoir justifier de cette pénibilité. On a conscience de ça, mais nos gens, ils sont complètement usés et fatigués. Au bout de 35 ans de chantier, il faut qu'on trouve une solution pour les faire partir beaucoup plus tôt. Un aménagement qui aiderait aussi à améliorer l'image du BTP, un secteur qui peine à recruter. Est-ce que finalement ces questions, elles ont été occultées par ce débat sur Pas tellement. niveau ? Non, la pénibilité était au centre du jeu. Simplement, si vous voulez, les syndicats se sont saisis d'une chose. Il y avait 10 critères de pénibilité par le passé avec la réforme Hollande. Il y a 4 de ces critères qui ont été retirés dans la réforme de Mme Pénicaud sur le Code du travail. Ces 4 critères, ils ont été énumérés là. C'est sûr qu'ils vont être peut-être pas réintroduits, mais c'est sur la pénibilité qu'il y a, comme disait André Bergeron, pour revenir aux années 70, eh bien, qu'il y a du grain à moudre. Et là, il est certain que la pénibilité va être, et l'employabilité des seniors vont être les 2 grands sujets qui vont être sur la table d'ici à la fin du mois d'avril. Et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. On va ouvrir notre page municipale, puisque nous sommes à 2 mois, quasiment jour pour jour, maintenant, du premier tour qui aura lieu le 15 mars. Avant de vous entendre, on va se rendre comme tous les jours dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Saint-Quentin, retrouver Samir Eddar. Bonjour Samir, rédacteur en chef de l'Aisne Nouvelle. Et votre journal, il se lance dans cette campagne des municipales à 2 mois, je le disais, du scrutin. Vous publiez aujourd'hui un supplément de 16 pages dans lequel vous dressez le bilan des maires de l'Aisne. Absolument, bonjour. Nous nous lancerons effectivement aujourd'hui même à 2 mois quasiment jour pour jour des municipales dans la campagne avec ce supplément de 16 pages consacré au bilan des maires. 16 communes, nous avons choisi les 16 communes de plus de 2000 habitants de notre territoire pour voir si les uns et les autres étaient allés au bout de leur réalisation. 3 exemples pour illustrer ce propos. Saint-Quentin, par exemple. Saint-Quentin qui était la 18e ville la plus pauvre de France en 2014, essaie de se relever. Et Frédéric Macaré nous rappelle son investissement dans la robot numérique et la création des 300 emplois qui ont pu se faire durant son mandat. À Tergnier, en revanche, on parle surtout de bien vivre et de mieux vivre. Et Christian Croem, le maire, sans fausse modestie, nous dit-il, on vit mieux dans sa ville ces dernières années, quand bien même tout n'a pas été fait comme il le souhaitait et qu'il pouvait toujours en faire plus. C'est une confession qu'il nous fait. Et puis à Guise, c'est surtout sur la redynamisation du centre-bourg que Hugues Gaucher, le maire sortant, s'attarde quand son opposant Nicolas Mennery, lui nous parle en évoquant le bilan du maire de Canard sans tête. Voilà pour le bilan des maires de l'Aisne. Comment vous, dans votre journal, vous allez couvrir cette campagne ? Alors, on a décidé de faire de l'hyper-présence à 2 mois du scrutin. Et dès la semaine prochaine, nous allons évoquer toutes les semaines, à travers 2 ou 4 pages, et évidemment sur nos supports numériques, nous allons nous attacher à décrypter les thèmes qui concernent les habitants de notre territoire, le cadre de vie, la sécurité, le développement économique, les loisirs, la culture, la santé et les sports à travers des dossiers de 2 à 4 pages à partir de la semaine prochaine. Et évidemment, comme nous l'avons fait en 2014, le 12 mars, nous allons publier un nouveau supplément de 24 pages, le guide pratique de l'élection municipale dans lequel nous retrouverons tous les enjeux, tous les candidats et toutes les infos pratiques pour voter. Et est-ce qu'il y aura également des débats entre les candidats qui seront organisés ?
C'est une habitude qu'on a pris à l'Aide Nouvelle à chaque scrutin désormais. Oui, nous organiserons des débats publics et cette année, nous avons décidé d'organiser une semaine entière de débats publics. Ça débutera le 2 mars avec la petite commune de La Fère. Nous poursuivrons avec Bohain, Chauny, Guise, Ternier et nous terminerons le 7 mars à une semaine du scrutin par la grande ville du département de l'Aisne, c'est-à-dire Saint-Quentin. Eh bien, on suivra tout ça. Merci beaucoup, Samir Eddar, d'avoir été avec nous. On va revoir la une de votre supplément spécial municipal, supplément de 16 pages, le bilan de votre maire. C'est à lire aujourd'hui dans l'Aide Nouvelle. Merci d'avoir été avec nous. On est à 2 mois du premier tour, on le disait, Nathalie Moret. Est-ce qu'on peut dire que la campagne des municipales est lancée ? Ah oui, alors effectivement, elle est un petit peu occultée au niveau médiatique par la réforme des retraites qui prend effectivement beaucoup de place. Je pense qu'elle n'est pas très visible à Paris, où effectivement les gens sont plus dans les problèmes de transport et de vie quotidienne que de savoir pour qui ils vont voter dans 2 mois. En revanche, dans les régions, notamment dans celles que je couvre moi sur l'Est de la France, effectivement la campagne elle est lancée. Et dans les communes de plus de 10 000 habitants, on connaît déjà les castings, on voit les gens sur les marchés en train de tracter, et effectivement la campagne est complètement lancée. Donc il faudrait pas dire totalement que cette campagne n'est pas lancée à cause de la campagne municipale. Il y a une réalité médiatique et il y a une réalité sur le terrain. Pierre, vous êtes d'accord ? Oui, absolument. Oui, c'est parti. C'était même parti depuis plusieurs mois de l'année dernière parce que certaines grandes villes dans les régions, ça nécessite des tractations assez importantes. Pour faire une liste, par exemple, dans les villes de plus de 100 000 habitants, c'est 55 personnes. Il faut les trouver. Avec des alliances politiques, on sait qu'En Marche est venu troubler le jeu. Souvent, ils n'arrivent pas à faire de liste autonome, seuls. Donc ça nécessite des dialogues bien en amont. Donc la campagne, à mon sens, est lancée depuis quasiment la fin d'année dernière. Ouais. Yves Tréhard, selon vous, sur quoi elle va se faire, cette campagne ? Quel va être le fait marquant ? On peut trouver des faits, on peut trouver... je dirais un œil national et un œil local. Bon, c'est évident que ça va se faire sur des considérations locales. Après, chaque ville, bon, si vous prenez Marseille, il y a la succession de Jean-Claude Gaudin, les problèmes de logement. Si vous prenez Bordeaux, il y a d'autres problèmes. Enfin bon. Lyon, il y a deux, Lyon aussi. Et il y a deux, je dirais, si on veut avoir un regard national qui essaye d'embrasser un peu tout, il y a 2 choses. La première, il y a 3 choses. La première, c'est effectivement la République En Marche, qui arrive, si vous voulez, dans le jeu de quilles, j'ai envie de dire, et qui essaye de se frayer un chemin avec une République En Marche qui, ici, s'allie avec la droite, ici, avec la gauche, plutôt avec la droite que la gauche, d'ailleurs. Donc la République En Marche, on attend de voir quelle sera, et je ne sais même pas si on pourra en tirer des conclusions, quel sera, je dirais, le résultat de la majorité présidentielle. Deuxième regard qui va être très important, à mon avis, c'est l'écologie, qui est un thème très présent dans beaucoup de grandes villes, notamment. Et je constate, à travers les sondages, que dans beaucoup de grandes villes, eh bien, les écologistes enregistrent des pronostics qui sont très importants. J'en veux un exemple qui est assez étonnant, c'est celui de Perpignan. Oui, c'est vrai. Perpignan, qui est une ville qu'on pensait acquise à M. Alliot, mais il faut toujours se méfier de ce genre de raisonnement. Eh bien, Perpignan, à M. Alliot, ces dernières semaines, a perdu 10 points. Et il est talonné par les écologistes. Qui aurait pu l'imaginer ? Troisième chose, c'est est-ce que le Rassemblement national, qui a quand même une implantation locale, qui en termes d'exécutif local est assez faible, va pouvoir s'installer. Et puis quatrième quand même chose, c'est que c'est déterminant pour les 2 partis qui sont, je dirais, un peu à la renverse aujourd'hui, c'est-à-dire le Parti socialiste et les Républicains. C'est pour eux le moment de se refaire une santé, hein, puisque surtout les Républicains, ils détiennent encore quand même la majorité des grandes villes. Nathalie. Mais moi, je pense que sur ce dernier point, les Républicains et le Parti socialiste, effectivement, ils vont sauver les meubles. Parce que je pense qu'une des grandes constantes de l'élection de dans 2 mois, c'est que les sortants vont... alors, c'est difficile de dire ça comme ça, mais quand même, il va y avoir une prime aux sortants assez importante. Puisque, souvenez-vous, en 2014, il y avait eu pas mal de changements. Donc, c'est presque, j'allais dire, assez logique. Après un mandat, si le maire en poste n'a pas fait trop de choses qui ont créé polémique sur place, il est assez logique de le reconduire. Et on voit donc tous les grands maires qui ont été élus en 2014, notamment les maires de droite, les Républicains sur les villes moyennes, etc. On voit mal aujourd'hui comment ils pourraient être délogés
pareil sur les villes de plus de 100 000 qui sont détenues par le Parti socialiste. Donc pour les LR et le PS, je pense que ça va être une élection effectivement qui va leur redonner un petit peu d'air. Pierre ? Oui, c'est vrai, il y aura pas d'opération, dire de sortir. Pas de vague de dégagisme. Voilà, pas de sortir les sortants. Ce sera pas du tout. Non, mais je pense effectivement, comme Nathalie, car il y a eu beaucoup de bouleversements en 2014. Aux dernières législatives, on a vu ce que ça avait donné de sortir les barons locaux et de mettre En Marche ou des jeunes ou d'autres en place. On a vu ce que ça donnait, et donc aujourd'hui, je pense effectivement qu'il y aura une très grosse prime aux sortants et que les gens, en tout cas dans les villes moyennes ou dans les plus grandes villes, n'ont pas tant envie de changement ou de faire un balayage. Et on sait qu'un mandat de 6 ans, c'est long, on peut faire beaucoup de choses, et un maire qui est bon, l'étiquette joue, mais finalement, c'est d'abord et avant tout la personnalité. Pour les municipales, l'étiquette joue, mais pas tant que ça. Donc si le maire est bon, il reste. Et on parlera bien sûr des municipales. J'en profite pour vous dire qu'à partir de mardi prochain, tous les mardis, ce club sera consacré entièrement aux municipales. Il viendra un club des municipales. On suivra avec vous les enjeux de cette campagne dans des villes. Nos reportages en région seront également consacrés aux municipales à partir de la semaine prochaine. Et votre analyse, Pierre, Yves et Nathalie, donc tous les mardis sur cette campagne. En attendant, on va voir avec vous, Alex, ce qu'il y a dans vos quotidiens régionaux ce matin. Et Alex, on commence avec Centre Presse. Et justement, Centre Presse, le journal de l'Aveyron, qui publie des pages spéciales sur ces élections municipales. Tout savoir du scrutin des 15 et 22 mars dans l'Aveyron, avec les listes, les programmes, notamment dans certaines villes comme Rodez, Millau ou Villefranche de Rouergue. À la une de la Presse de la Manche. La Presse de la Manche qui évoque en une la réforme des retraites. La mobilisation contre cette réforme se poursuit dans le département de la Manche, avec les syndicats qui descendent dans la rue, notamment à Cherbourg, pour exprimer le fait que le retrait provisoire de l'âge pivot, ce n'est pas suffisant. Il y a même des blocages, notamment à Tour-la-Ville, où le siège de la déchetterie est organisé. Et on continue avec la République des Pyrénées. La République des Pyrénées qui revient forcément sur ce sommet de Pau du G5 Sahel, qualifié de tournant dans la lutte contre le djihadisme. Il faut rappeler qu'Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de 220 soldats supplémentaires pour l'opération Barkhane. Nice Matin, pour terminer. Et Nice qui sera candidate pour entrer au patrimoine culturel, au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le gouvernement qui a retenu la candidature niçoise pour figurer dans ce patrimoine mondial culturel. Et la ville de Nice aura la réponse en 2021. Merci beaucoup Alex pour cette revue de presse. On va regarder vos unes. On va commencer avec vous Pierre, la une de la lettre de l'expansion, votre édito, sortie de crise. Oui, avec un point d'interrogation et pour être très honnête avec du recul, j'aurais pas mis ce titre. J'ai réécrit l'éditorial dimanche. Non, sortie de crise, point d'interrogation, c'est à la suite évidemment de l'annonce d'Édouard Philippe sur la suspension de cet âge pivot qui avait un petit peu calmé les syndicats, mais on se rend compte que pour les plus durs, en tout cas des syndicats, CGT, FO en tête, ça ne change absolument rien. Voilà. Et des infos, comme toujours, dans la lettre. D'excellentes informations exclusives sur 8 pages, évidemment. On va en citer quelques-unes. Puisqu'on parlait des municipales, il y a des ministres candidats aux municipales, et ça a des conséquences au gouvernement. Tout à fait. Je pense que vous voulez parler de la possible nomination du député de la Creuse, en tout cas Jean-Baptiste Moreau, un poste de ministre. Si Didier Guillaume est élu à Biarritz et s'il est en partance de son ministère pour entrer pleinement dans la campagne, Didier Guillaume qui s'est déclaré candidat contre Jean-Baptiste Lemoyne, ancien de cette maison du Sénat. Et donc ce serait Jean-Baptiste Moreau, le député de la Creuse, dont le nom circule pour remplacer l'actuel ministre de l'Agriculture. Voilà, et plein d'autres infos à lire, bien sûr, dans la lettre de l'expansion. À la une du Figaro, Yves Tréhard, suppression de l'ENA, les pièges d'une réforme. Oui, parce que dans un grand moment de démagogie, le président de la République avait décidé la suppression de l'ENA, dont il est lui-même issu, tout comme Bruno Le Maire, qui l'avait prévu dans sa campagne électorale quand il était candidat pour les LR. Enfin c'est une grande manie de l'élite française de vouloir se piétiner sur les écoles dans lesquelles ils ont œuvré et qui les ont rendues à l'excellence. Supprimer l'ENA, c'est bien, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a eu des questions de faire une grande école dans laquelle vous formez en même temps des préfets,
aux fonctionnaires de police, des magistrats, une espèce de pot commun. Enfin bon, tout ça, on attend le rapport de M. Thiriez, qui est un homme de qualité, et qui va nous dire ce qu'il en est. Mais c'est toujours pareil, c'est plutôt ratiboisé par le bas, la méthode en France, et c'est vraiment dommage, au lieu d'élever par le haut. Et tout ça, c'est donc à lire aujourd'hui dans le Figaro. On termine par les journaux du groupe EBRA, les dernières nouvelles d'Alsace. Nathalie, avec un sujet qui concerne bien sûr beaucoup de gens, c'est la fin de vie. Fin de vie pratique en débat. Oui, c'est ça. On fait un grand dossier sur la fin de vie avec notamment la volonté de beaucoup de malades et de personnes âgées de terminer leur vie à domicile. On parle beaucoup de cas pratiques, on donne des exemples, on cite des témoignages. Et effectivement, aujourd'hui, c'est de moins en moins facile de mourir chez soi. Et le grand dossier aujourd'hui, chez nous, est consacré à ce thème-là. Voilà, c'est donc à lire dans les dernières nouvelles d'Alsace, fin de vie pratique en débat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À mardi prochain pour le premier club des municipales. Nous, on se retrouve demain à partir de 7h30. 8h, l'invité politique, ce sera Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci à tous de nous avoir suivis et on vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.